Alors, on va parler de l'accentuation dynamique des détails par le système du passe-haut. Bon, c'est quelque chose qui est assez connu par ceux qui regardent un peu des tutos un peu partout. Et vous allez pouvoir télécharger l'image qu'on va utiliser en cliquant, en encodant ceci dans un navigateur web. Alors, accentuation des détails par passe-haut. Donc, je vais commencer par une des images. Bon, l'image, celle-ci, par exemple. Vous ouvrez ça dans Photoshop. Donc, il y a le message qui demande quel est le profil de cette image, parce qu'elle ne contient pas de profil incorporé. Bon, je dis que dans un premier temps, je ne vais pas modifier la gestion des couleurs. Je clique sur OK. Touche F, je passe plein écran. Voilà. Barre d'espacement, j'arrive à bouger, bien sûr. Alors, une des premières choses à faire, c'est quand même tester, tiens, pour quel matériel cette image a été prévue. Donc, je vais aller dans le menu Édition et je vais demander Attribuer un profil. Donc, c'est ce qu'on a fait hier. Édition, attribuer un profil. Et je teste, en supposant que mon écran, bien sûr, est calibré, profilé, qui me permet de bien voir ce qui est réellement dans Photoshop. Donc, Adobe RGB, c'est le profil que Photoshop avait attribué par défaut à cette image. Mais sRGB semble peut-être un peu mieux convenir. Il faut tester avec Profoto ou avec d'autres profils. Mais bon, en général, c'est les trois profils habituels. Bon, ceci dit, ici, si vous attribuez un profil, si vous dites que, par exemple, cette image est prévue pour les écrans Apple RGB, et qu'en fait, elle n'est pas prévue pour les écrans Apple RGB, c'est pas très grave. Hein. Ce qui compte ici, c'est d'arriver à améliorer visuellement l'image. Vous comprenez? À la limite, on s'en fout qu'on soit en train d'attribuer le bon profil. Ça peut aussi être une manière d'améliorer l'aspect des images, ceci. Et je trouve que, par exemple, Apple RGB, c'est pas mal. Bon, Adobe RGB, c'est un peu... Oui, un peu cheap. C'est ça, voilà. Sauf Apple RGB. Est-ce que vous avez testé avec Apple RGB? Pour voir si, par hasard, au niveau du rendu, ce serait pas mal. Voilà. Là, je vous parle de Apple RGB. Voilà, bon, c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. C'est à vous de voir, mais encore faut-il que votre écran soit valable et vous permette de bien voir les choses aussi. Bon. Ok, mais ça n'a pas une grande importance pour ce qu'on va faire ici, de toute façon, c'est juste une première étape. Alors, je vais enregistrer l'image au format Photoshop. Donc, fichier enregistré sous, et dans le dossier, je vais l'enregistrer au format Photoshop. Parce que je veux mettre des calques dedans, et c'est un des seuls formats qui est capable d'intégrer des calques. Il y a aussi le Photoshop PDF, ou le TIFF, quand on coche l'option inclure les calques dans la boîte d'enregistrement. Mais sinon, voilà, le format Photoshop PSD, c'est bien. Il faut enregistrer l'image au format Photoshop. Alors, quand on double-clique sur la loupe dans la palette des outils, on est à l'échelle 100%. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'image apparaît à la dimension qu'elle aura si on l'imprime, pas du tout, parce qu'en général, c'est ce qu'on croit quand on parle de l'échelle 100%, pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque pixel de l'image s'affiche sur un point d'écran. C'est ça l'échelle 100% que vous obtenez quand vous double-cliquez sur l'icône de la loupe dans la palette des outils. Et donc, vous pouvez juger de la qualité de l'image. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ressortir les détails. Je zoome encore un peu pour voir. Donc, clairement, cette image n'a pas encore subi d'accentuation de détails. Il faut savoir que tous les appareils photo numériques photographient flou. Vous êtes au courant? C'est fait exprès. C'est pour éviter les moirés. Ah oui, devant le capteur, il y a une dalle qui rend les choses floues, ce qu'on appelle un filtre passe-bas. Ah. Donc, les moirés, ça vous dit quelque chose? Je vous montre. Hein. Je vais aller jeter un coup d'œil sur le web. Ça, vous ne faites pas. Les moirés, ça vous dit quelque chose? Alors, dans Google, je tape moiré. Voilà. Et vous avez déjà un bel exemple ici dans Wikipédia. Quand vous avez deux réseaux réguliers qui se superposent, ça crée des dessins, des lignes
ça va être plus visible avec la petite démo de Wikipédia ici plus bas. Voilà. Vous voyez, on a des lignes vertes parallèles qui se superposent à des lignes roses parallèles. Et vous voyez des dessins qui apparaissent. C'est les moirés. Eh bien, ça, vous pouvez avoir dans vos photos numériques quand vous photographiez des réseaux réguliers, comme de l'architecture, des lignes parallèles. Parce qu'en fait, le capteur de l'appareil photo, c'est aussi des photosites, des récepteurs qui sont rangés de manière parallèle, en colonne et en rangée. Sauf certains capteurs Fuji qui a rangé ses photosites sous forme hexagonale. Mais bon, généralement, voilà. Et pour éviter ce problème des moirés, alors, ok. Vous voyez, il y a un réseau de briques photographiées avec un appareil numérique. Il y a des lignes là qui apparaissent qui n'existent pas dans la réalité. Des moirés. Et donc, pour éviter ça, les fabricants d'appareils photo mettent devant leur capteur d'appareil photo numérique, ils mettent un filtre passe-bas. Donc un filtre passe-bas, un filtre qui ne laisse passer que les basses fréquences et qui atténue les hautes fréquences. Et quand on parle de hautes fréquences et de basses fréquences en termes de détails, en fait les détails les plus fins dans les images, c'est les hautes fréquences. Il y a une haute fréquence d'information. Et les basses fréquences, c'est les aplats de couleurs. Les plus basses fréquences, c'est les aplats de couleurs sans détail. Donc le filtre, il coupe les détails, donc il rend flou en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors ici, j'ai juste ajouté dans ma recherche filtre passe-bas, j'ai ajouté le nom d'un appareil photo. Et on vous explique le principe du filtre passe-bas ici. C'est-à-dire que vous avez le capteur de l'appareil photo qui est là, et devant, vous avez ce qui rend les choses floues, le filtre passe-bas. Bon. Il se trouve que cet appareil est disponible en une version qui photographie sans rendre les choses floues. Donc la configuration va être un peu différente au niveau des filtres. Donc c'est la version E en fait. Parce que pour ceux qui veulent faire des photos et avoir la précision dans leurs photos, ils font des photos de nature, par exemple, des arbres. Il n'y a pas de risque d'avoir des moirés parce qu'il n'y a pas de ligne parallèle régulière. Donc pourquoi photographier avec un appareil qui possède un filtre passe-bas? Autant photographier avec ce système modifié qui va capturer tout le détail. Le flou créé dans la photo par l'objectif, par la prise de vue, sera là. Sera là. Par contre, le détail ne sera pas supprimé. Voilà. Très intéressant pour ceux qui font de la photographie d'astronomie aussi. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a des filtres passe-bas, c'est parce que ça passe-partout, ça convient à toutes les situations. Je photographie quelqu'un qui a un vêtement avec des lignes parallèles, je ne vais pas me retrouver avec des moirés dans ma photo numérique. Et les moirés, pour les enlever d'une photo numérique, c'est très difficile. Vous avez ici plein d'exemples qui comparent justement les deux versions de l'appareil. Et vous voyez la version ici qui n'a pas de filtre passe-bas. Qu'est-ce qu'on voit apparaître sur le tissu? Plein de lignes vertes qui en fait n'existent pas sur le tissu qui est photographié. À gauche, c'est la version photographiée par le D800 qui a le filtre qui rend flou. Donc pas de problème de moiré entre le tissu et le capteur. Tandis que à droite, ça ne convient pas. Le D800E, c'est pas l'idéal. Par contre, si vous photographiez de la nature, vous allez voir, si on compare ici une toute petite partie d'une photographie, qu'avec l'appareil qui n'a pas de filtre passe-bas, c'est quand même plus net. Ça, c'est une toute petite partie d'une photographie. Voilà, ça c'est un blog où ils ont fait donc des petites recherches pour comparer évidemment. Et voilà, ça c'est la photo entière et la partie que je vous ai montrée c'est celle-là en fait. Donc vous voyez que au niveau de la netteté,
ça peut être intéressant. Bon, il suffit de taper ceci dans Google et vous allez tomber sur plein d'exemples qui vous montrent ça. Ça, c'est un nouveau que je n'ai pas encore vu, tiens. Ah oui. Mais il faudrait approfondir un peu. Bon, ben voilà, donc mortalité de l'histoire. Toutes les photos numériques en général sont floues et il faut récupérer le détail dans Photoshop. Ou autre logiciel, ça peut être Lightroom, ça peut être DxO, ça peut être ce que vous voulez comme logiciel de traitement d'image. Moi, je vais vous montrer une technique dans Photoshop qui reste malgré tout un logiciel qu'on utilise un peu pour la photographie, bien que des logiciels comme Lightroom soient plus spécialisés. Bon, Photoshop, ça devient intéressant aussi quand on veut faire un peu de trucage, quoi. Pas de traitement global sur les images. Alors, vous avez ouvert l'image, vous allez dans la palette des calques. Donc, la technique d'accentuation des détails que beaucoup de gens connaissent, c'est menu filtre, renforcement, accentuation. Mais, c'est vieux, ça. Ça n'est pas génial. Donc, on va utiliser une technique plus moderne qui consiste à dupliquer le calque. Allez-y, dupliquez-le. Vous l'amenez donc sur le bloc de feuilles ou vous faites un clic droit dupliquer, ça peut marcher aussi. Voilà, et vous avez donc la copie du calque qui est là. Alors, on va devoir appliquer un filtre qu'on appelle passe haut. Donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé du filtre passe bas devant le capteur de l'appareil photo qui ne laissait passer que les basses fréquences et les détails étaient coupés. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est mettre un filtre passe haut sur le calque et sur le calque, on ne verra plus que les détails, puisque les hautes fréquences vont subsister, elles ne vont pas être supprimées. Par contre, tout ce qui est basse fréquence va être supprimé. C'est assez bizarre, mais on ne va garder que les détails sur le calque. Alors, vous allez dans le menu filtre, divers, passe haut. Vous jouez sur le rayon pour que ce soit assez faible. Qu'est-ce qu'on voit là? Ben, c'est les hautes fréquences, ce sont les détails. Bon, par exemple, vous mettez un pixel et dans le cas de cette image-ci, un pixel, ça me montre vraiment uniquement les détails. Cliquez sur OK et voilà. Vous avez un calque qui ne montre que les hautes fréquences et on va s'en servir pour rendre le calque d'en dessous plus net. Alors, le problème de cette technique qu'on vient de faire, là, appliquer le réglage passe haut sur le calque directement comme ça, c'est que si on veut modifier le réglage, ben, ça ne marche pas. On a détruit vraiment les pixels sur le calque. Donc, on va annuler ça. Faites CTRL Z. Et je vous montre que vous avez intérêt, avant d'appliquer le filtre passe haut, vous avez intérêt à faire en sorte que le calque, quand on lui applique des filtres, eh bien, il va montrer les filtres dans la palette des calques. Donc vous avez annulé le filtre passe haut, vous faites un clic droit à droite du nom du calque et vous demandez convertir en objet dynamique. Clic droit à droite du nom du calque, convertir en objet dynamique. Et là vous voyez une petite icône qui apparaît. Il s'agit d'un calque maintenant de type objet dynamique. C'est super intéressant comme technique, je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail tout l'intérêt, mais ça a été une révolution au niveau de travail dans Photoshop. C'est apparu avec Photoshop CS4 et c'est vraiment une révolution, quasiment autant que l'apparition des calques dans Photoshop à un certain moment de son évolution. Et résultat, quand vous appliquez maintenant le filtre divers passe haut, vous avez la possibilité, juste après avoir cliqué sur OK, vous avez la possibilité de remodifier le réglage, parce qu'il apparaît dans la palette des calques. Dès qu'on met un réglage sur un objet dynamique, le réglage devient dynamique. Dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. Voilà. Ça veut dire qu'on peut venir remodifier le réglage. Comment? En double-cliquant sur le réglage ici. En double-cliquant sur le mot passe haut, vous allez pouvoir modifier à nouveau le réglage autant de fois que vous voulez. On clique sur OK et voilà. Il y a même un masque qui empêche que le réglage n'agisse à certains endroits, mais ici, dans ce cas-ci, on ne va pas s'en servir du masque. OK. Alors,
Pour faire ressortir les détails de l'arrière-plan grâce à ce calque, il faut changer son mode. À la place de normal, vous allez le faire passer en incrustation. Et regardez ce qui se passe quand le calque est en mode incrustation et que vous enlevez l'œil en face du calque. Est-ce que vous voyez qu'il agit quand il est là, il apporte de la netteté? Non, ça change trop rien. Ah ouais, si on zoome, on se perçoit. Alors, gardez le calque affiché et double-cliquez maintenant sur le réglage passe haut, ici. Et vous allez visuellement modifier le réglage pour que ça donne une accentuation de détail que vous souhaitez à l'arrière, là. Enfin, je veux dire sur la photo, sur le calque qui est en dessous. C'est un peu l'équivalent du mode clé de détail en faisant sortir la fréquence. Voilà, bon. Donc, en fait, je suis en train de modifier le détail qui apparaît dans le calque gris, mais je le vois directement sur l'image d'en dessous accentuée. Donc, ça, c'est l'accentuation des détails. Par passe haut. Donc là, on ne se pose pas trop la question combien je mets de pixels. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'image et on choisit le réglage qui convient le mieux. On n'est pas obligé que ce soit très visible, en fait, ça peut être très subtil. Ce genre-là. D'accord ? Le but n'est pas que le réglage se voit, le but c'est qu'il améliore un peu la netteté de la photo. Alors essayez ceci maintenant. Le calque d'arrière-plan, vous allez également le transformer en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Alors c'est quoi qui se passe quand on fait ça? Eh bien il y a une espèce de calque boîte, un calque conteneur, dans lequel le calque qui contient les pixels se met. Sans que vous le voyez, là, on a créé un calque conteneur, l'objet dynamique, et à l'intérieur, on a tous les pixels qui sont là. Et alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier le nombre de pixels qui se trouvent dans l'image, parce que, imaginons que vous voulez la montrer sur un site web. Vous n'avez pas besoin d'une image qui a autant de pixels. Combien est-ce qu'elle a de pixels, là? Image, taille de l'image, je vois qu'elle a 2800 pixels sur 1900. C'est énorme pour un site web. On n'a pas besoin d'autant de pixels pour un site web. Donc on va diminuer. Vous allez dans Image, taille de l'image. Donc c'est une portion d'une page de site web, on n'a pas besoin de beaucoup de pixels. Vous allez ici, c'est ça qu'on va faire en fait. Vous allez ici choisir unité de mesure pixels et vous allez indiquer par exemple 600. Voilà, 600 pixels de largeur, ça nous fait 400 de hauteur automatiquement. Voilà. Donc en effet, pour arriver à mettre l'unité de mesure pixels dans la boîte taille de l'image, tu dois cocher l'option rééchantillonnage pour que ça modifie le nombre de pixels. Ok, on double-clique sur la loupe dans la palette des outils. Je vais même un peu zoomer. Voilà, vous voyez l'image. Eh bien, c'est pas génial au niveau de la qualité parce qu'en fait, le réglage de passe haut que j'ai fait tout à l'heure convenait pour une image de 2800 pixels sur 1900, mais pour une image avec moins de pixels, ça ne convient pas. Il faut que j'aille remodifier le réglage. Je double-clique sur le passe haut. J'ai un rayon, dans mon cas, de 1,5 pixels, mais je vais devoir le diminuer pour accentuer un tout petit peu l'image. Voilà, je pense que 0,4 ou quelque chose comme ça, c'est pas mal. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le réglage, il convient à une image qui a un certain nombre de pixels, mais si on change le nombre de pixels, il faut remodifier le réglage. Alors, zoomez un peu sur les personnages, vous voyez qu'on a perdu en précision, bien sûr. Mais étant donné qu'avant de diminuer le nombre de pixels, on avait mis tous les pixels dans un objet dynamique, eh bien ils sont encore toujours là. Ils sont là-dedans. Les pixels qui étaient là tous à l'origine, les 1800 pixels sur... D'accord ? Ils sont à l'intérieur dans l'objet dynamique. Donc vous avez perdu du détail, mais si maintenant vous allez dans Image, taille de l'image, et que vous remontez le nombre de pixels, bon par exemple je vais passer à 1200 ici.
Donc je ne vais pas au maximum de ce que l'image était, mais je remonte quand même fameusement le nombre de pixels. 1200. Vous allez voir ce qui va arriver au personnage ici. Regardez sa tête, on n'arrive pas à reconnaître bien. Et dès que je clique sur OK, voilà, c'est un peu mieux. Vous voyez qu'en fait, les pixels sont toujours là. Ça, c'est grâce au fait que j'ai mis le calque d'en dessous dans un objet dynamique. Tous les pixels originaux sont là. Et si j'augmente encore le nombre de pixels, image, taille de l'image, je vais passer à 1800. Si on met les pixels qu'il n'a pas, Alors, si on monte au-dessus de la valeur originale, il va commencer à créer des pixels par interpolation. ça se voit, ça a un intérêt de... Alors, il faut savoir que dans ce cas-là, on a intérêt à le faire sur une image. Si c'est pour multiplier les pixels dans l'image, parce que vous n'avez pas assez de pixels dans votre image d'origine, il vaut mieux le faire sur une image qui n'est pas encore un objet dynamique. Bon, puisque tu poses la question, ben on va le voir. On va le voir après. Parce que, bon, vous avez quelle version de Photoshop? Est-ce que vous avez CC 2015? Parce que CC 2015 a justement une option intéressante pour multiplier les pixels. Ok, donc par exemple, ici dans Photoshop, j'ai une image qui ne fait que 1024 pixels sur 768. Et quand je zoome, ben clairement, on voit les pixels. D'accord? Ok. Pour la démonstration, je vais vous dupliquer l'image. Comme ça, on pourra comparer l'avant-après facilement. Voilà, je vais travailler sur la version de l'image qui est à droite. Elles sont identiques en fait, hein. Les deux images sont identiques. J'ai juste fait image dupliquée, j'ai obtenu une deuxième image identique. Donc quand je zoome sur là et quand je zoome là, même chose évidemment. Bon, ok. Sur l'image de droite, ici, image de droite, je vais multiplier les pixels par le nouveau système Photoshop qui est apparu avec CC 2015, menu image, taille de l'image. Bon, si vous n'avez pas CC 2015, il faudra choisir ici comme option conserver les détails, non, bicubique plus lisse, agrandissement. C'est ça qu'il faudra choisir si vous n'avez pas CC 2015. Mais si vous avez CC 2015, choisissez la nouvelle option qui s'appelle conserver les détails. Et là, je vais multiplier, je vais en pourcent, par exemple ici, je vais dire, tiens, j'augmente à 200% la taille de cette image. 200% en largeur et en hauteur, ça fait combien de fois plus de pixels dans l'image? 4 fois plus. Quand on multiplie par 2 la largeur et la hauteur, on obtient 4 fois plus de surface, donc 4 fois plus de pixels. C'est pour ça que je suis passé, au lieu de 1024 768, je suis maintenant à 2048 1536. Ok. Et alors là, on voit ce qui va arriver. Voilà, je vais zoomer un peu. Quand j'appuie avec le bouton à la souris, c'est avant, et quand je relâche, c'est après. Vous voyez qu'il y a un lissage qui va avoir lieu. On a même un curseur pour définir à quel point on lisse les surfaces sans détail. Très intéressant quand vous avez un JPEG avec une compression JPEG pourrie, ça peut enlever les petits carrés de JPEG aussi. D'ailleurs, ça le fait certainement ici. Là, c'est pour les versions antérieures à CC. Donc ça, c'est typique de CC 2015. Vous n'avez ça que dans CC 2015. Et si vous n'avez pas CC 2015, il faudra utiliser l'autre option ici, mais vous n'aurez pas le curseur qui lisse les surfaces comme on le voit ici. Voilà, je vais cliquer sur OK. Et quand je compare maintenant la qualité du phare ici avec celle de gauche à l'origine, bon, ben, c'est pas aussi bien, bien sûr, que de photographier avec une meilleure qualité, mais ça multiplie les pixels de manière intelligente quand même. Ça lisse. D'accord? On part de là et on va vers ça, c'est quand même pas la même chose.
Alors, voyons un peu oui, la marque. Voilà. Du placement de produit. Oui, je fais du placement de produits. Et avec la fouille, Et c'est quand même pas mal, hein, les chromes, là. Regardez les chromes qui sont bien lisses par rapport à la chose crénelée d'à côté, l'original. L'original ici, et ça devient comme ça. C'est assez dingue, quand même, hein. Et donc voilà, ça répond à ta question. Est-il possible de multiplier les pixels? Oui, mais il vaut mieux ne pas avoir transformé le calque en objet dynamique, parce qu'on veut réellement modifier les pixels. généralement, avec la prise de vue en format RAW, c'est Ok, voilà, c'était la petite démonstration donc là-dessus.